Je voudrais, avant même d'aborder les éléments qui, à mes yeux, justifient un renvoi en commission, saluer la cohérence du travail de notre rapporteur. Vous menez, chers collègues, depuis de longues années ce combat en faveur de la pénalisation de tout achat d'un acte sexuel. Si je ne partage pas votre position, je reconnais volontiers votre détermination dans ce que je suis tenté d'appeler une croisade. À l'instar des parlementaires qui adoptaient il y a 10 ans la pénalisation du racolage, en prétendant que cette mesure était le fer de lance de la lutte contre les réseaux de proxénètes et de traite des êtres humains, vous êtes convaincus que la pénalisation des clients va tarir la prostitution, affaiblir ces mêmes réseaux et être le point d'orgue d'une nouvelle politique d'égalité entre les hommes et les femmes. Votre détermination se fonde sur la certitude, la croyance même, qu'il ne peut jamais y avoir de consentement dans un acte sexuel tarifé. Cela vous est inconcevable et que la prostitution est somme toute un esclavage où les femmes sont les proies du désir et de l'exploitation des hommes, de la diversité des situations, de la complexité des motivations, vous n'en tenez jamais compte. Au nouveau visage de la prostitution et au développement d'une clientèle féminine croissante, comme nombre d'études internationales le démontrent, notamment celles qui concernent ma circonscription, celle de Jacqueline Sanchez-Taylor et Julia O'Connell-Davidson sur le tourisme sexuel en Jamaïque, vous opposez encore et toujours une seule et même réalité, celle d'un monde en noir et blanc, des femmes toujours victimes, des hommes toujours coupables. Tout le monde s'accorde à dire qu'il existe une réelle difficulté à chiffrer la prostitution. Le rapport de l'IGAS, publié en décembre 2012, évoque un rapport de 1 à 20. Vous n'avez pourtant cessé d'asséner des chiffres rarement sourcés, jamais contextualisés. Dans cette entreprise, vous avez reçu le soutien sans faille de Madame la ministre des Droits des Femmes. Un tel engagement en faveur du texte aurait pu se traduire par une position plus franche, par le dépôt d'un texte gouvernemental, par exemple. Une telle démarche aurait pu éclairer la représentation nationale sur les moyens que l'État compte déployer pour lutter réellement contre les réseaux de traite et de proxénétisme, pour œuvrer sérieusement à l'accompagnement social et sanitaire des personnes prostituées, notamment dans leur volonté de quitter cette activité. Ce ne fut pas le choix fait, et c'est donc une proposition de loi que nous débattons aujourd'hui. Je tiens à souligner également la qualité des débats de la commission spéciale. Elle a mené de nombreuses auditions dans le souci de rendre incontournable la mesure de pénalisation des clients. Malheureusement, la parole des personnes prostituées n'ont pas eu vraiment droit de citer. Pas plus que les transsexuels ou les transgenres ne furent conviés aux auditions. Les écouter, les auditionner, aurait évité d'arriver aujourd'hui en science avec ce sentiment que nous sommes un certain nombre à partager, que ce texte prétend parler au nom des victimes, sans jamais considérer leurs paroles légitimes. Un texte qui nie même leur légitimité à intervenir dans le débat. Sur le changement d'état civil, par exemple, ou le parcours médical pour les personnes transgenres et transsexuelles, la Commission s'est offusquée qu'on puisse tenter de consacrer des droits pour cette communauté dans ce texte, comme si le scandale reposait dans le véhicule législatif qui permet à des concitoyens d'obtenir des droits et non pas dans la situation réelle et vécue, et que le législateur n'a pas changé. C'est là que réside le scandale. Ce que nous partageons, c'est une volonté sans faille de lutter contre les réseaux de proxénétisme et de traite, comme la Convention de Palerme nous y invite, comme la fraternité, ce mot beau et fort de notre triptyque républicain, nous y oblige. Ce que nous partageons, c'est le refus que des femmes et des hommes soient contraints à la prostitution pour le compte d'autrui. C'est ça le sens de la Convention de 1949 que la France a ratifiée en 1960. Il serait passionnant de débattre d'un point de vue philosophique sur la prostitution, comme vous l'avez fait ce matin, Madame la Ministre, avec cette volonté assez contradictoire d'inviter au débat et de jeter en même temps l'opprobre sur celles et ceux qui ne partagent pas votre position. Permettez que je choisisse une voie moins ambitieuse, moins lyrique, en me concentrant sur ce que nous avons à discuter, à voter, sur ce que je considère être l'écart entre les objectifs affichés et la réalité des mesures proposées. Le texte de la proposition de loi poursuit, selon ses auteurs, plusieurs objectifs. Renforcer les moyens d'enquête et de poursuite des auteurs de la traite des êtres humains et de proxénétisme. C'est en effet le sens de l'article 1er de la proposition. Il illustre à merveille les travers du texte et le manque de réflexion d'ensemble sur la proposition par notre commission spéciale. L'enfer est souvent pavé de bonnes intentions, et c'est ici encore le cas. Il ne peut y avoir, en effet, de véritable politique d'aide aux prostituées, d'aide aux victimes sans lutte contre les réseaux. Cet objectif est même prioritaire et nous le partageons.
L'article 1er réintroduit le filtrage administratif de l'Internet. Il prévoit en effet que l'autorité administrative pourra exiger des fournisseurs d'accès à Internet le blocage d'accès à des sites qui contreviennent à la loi française contre le proxénétisme et la traite des êtres humains. Les FAI, comme on les appelle, devront donc bloquer sans délai ces sites, une fois ceux-ci notifiés par l'administration. Alors même que le Parti socialiste s'était toujours opposé à ce type de mesures dans le passé, vous avez, Madame la rapporteure, souhaité réintroduire un blocage sans intervention préalable du juge. Filtrage administratif que l'Assemblée, sous l'impulsion de notre collègue Laure de la Raudière, avait abrogé par le vote d'un amendement au projet de loi sur la consommation, en supprimant l'article 18 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui prévoyait que l'autorité administrative, sans contrôle du juge, puisse ordonner des mesures restreignant au cas par cas le libre exercice de quasiment toutes les activités possibles sur Internet pour toute une série de raisons. Aujourd'hui, une seule exception demeure, le blocage administratif des sites pédopornographiques, le décret d'application devant être publié. Le blocage administratif, comme le rappelle l'avis du Conseil national du numérique, est contre-productif. Les risques de surblocage sont réels, comme l'exemple australien l'a démontré. Les dispositifs de blocage sont facilement contournables par les usagers. L'atteinte aux libertés fondamentales est réelle et, je cite, « L'absence d'autorisation judiciaire constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication. » Et je m'étonne que ni la rapporteure, ni le président de la commission spéciale n'aient jugé nécessaire de saisir le Conseil national du numérique sur cette question si délicate. Le gouvernement, si je m'en souviens, s'était engagé à saisir le Conseil lors du séminaire du 23 février 2013 sur toute modification des textes qui encadrent la loi. Et même après l'avis du Conseil national, vous n'avez pas jugé utile, Madame la rapporteure, de déposer un texte pour corriger l'erreur. C'est donc un amendement du gouvernement qui a été déposé et qui rend votre seul article de lutte contre les réseaux de proxénètes et de traite presque caduque. La nécessité de lutte contre les réseaux aurait dû conduire la commission spéciale à réfléchir sérieusement à la situation paradoxale que nous affrontons aujourd'hui. Un développement croissant de la traite des êtres humains selon les sources policières et un faible nombre de condamnations sur ce motif confirment les sources judiciaires. Lutter contre les réseaux, c'est lutter contre les paradis fiscaux. C'est lutter aussi contre les montages financiers obscurs, contre les complicités des organisations bancaires. Lutter contre les réseaux, c'est faciliter la coopération judiciaire dans l'espace européen. Un seul article, un seul, désormais caduc, visait dans le texte cet objectif en s'attaquant uniquement à la liberté de l'Internet. C'est pour le moins insuffisant, c'est pour le moins dangereux. Le texte de la proposition n'offre en fait aucune disposition contre la traite et les réseaux. C'est malheureusement ça, la réalité de votre proposition de loi. Le chapitre 2 cherche à améliorer la protection et l'accompagnement global des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme et de la prostitution. Nous savons, et c'est un constat partagé là encore, que le volet social de l'abolitionnisme est un échec. Ce volet est le grand oublié des politiques publiques. C'est à la fois le constat des associations, de l'Inspection générale des affaires sociales, c'est aussi le bilan dressé par le rapport de notre collègue Geoffroy, publié en 2011. Les éléments d'explication de cet échec sont de plusieurs ordres. D'abord financiers, les politiques d'accompagnement manquent cruellement de moyens. Cela n'est pas spécifique aux personnes prostituées, comme le démontre la campagne de l'association Parole de Femmes. Lorsqu'une femme victime de violence cherche à joindre le 115, elle peut passer 21 appels, 21, essuyer 13 refus, enregistrer 8 absences de réponse. C'est cela aujourd'hui la réalité. Chaque année, les plans d'urgence se succèdent, sans que les conditions d'accueil pour les femmes en détresse changent vraiment. Le clip de 8 minutes et de 54 secondes montre le décalage, et je cite, entre les beaux discours et la réalité de terrain, Madame la Ministre. J'aurais souhaité que les travaux de notre commission spéciale se fassent en tenant compte de cette dure réalité, et pour qu'une plus grande transparence ait lieu, que la commission des finances soit associée pleinement à notre réflexion et à nos travaux, et notamment sur l'épineuse question de l'article 40. En fait, si quelques mesures envisagées nous semblent positives, notamment parce que la Commission a décidé de prendre en compte des amendements que nous avions déposés, le groupe écologiste, ces mesures nous semblent néanmoins insuffisantes et pour certaines problématiques. Je veux revenir ici en particulier sur le cas des personnes prostituées sans papier. Les contradictions d'hier n'ont toujours pas disparu. Éloigner la prostitution des lumières de la rue, c'est la reléguer dans l'obscurité. Et dans cette obscurité, les plus vulnérables, ce sont celles et ceux qui
qui n'ont pas de papier, qui sont à la merci des réseaux, des souteneurs, des proxénètes. La proposition de loi pose d'emblée la situation des prostituées sans papier. Et je cite, alors même que 20% des personnes prostituées dans l'espace public étaient de nationalité étrangère en 90, elles en représentent aujourd'hui et depuis les années 2000 près de 10%. Les pays d'origine sont bien connus, comme l'a rappelé notre collègue Coutel, Roumanie, Bulgarie, Nigeria et Chine principalement, et démontrent l'emprise croissante des réseaux de traite sur la prostitution. Admettons. Mais à ces migrantes qu'on prétend libérer, qu'offre-t-on ? L'article 6 de la proposition de loi modifie le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À celles qui voudraient sortir de la prostitution, et je ne crois pas que ça puisse prêter à rire, Madame la Ministre, à celles qui voudraient sortir de la prostitution, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois peut être délivrée. Sans aide réelle, puisque j'ai vu que le gouvernement avait décidé de déposer un amendement pour supprimer l'article 7 qui leur permettait de bénéficier de l'ATA. Quant à celles qui dénonceraient leur proxénète, la carte de séjour temporaire leur serait désormais renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale. Une fois la procédure finie, l'expulsion viendra sans doute consacrer le parcours de sortie de prostitution. Le rapport de notre rapporteur qui a inspiré la proposition de loi est, sur ce point, on ne peut plus clair. Il n'est pas question de donner à toutes ces personnes en situation irrégulière sur notre sol la possibilité de rester. Gageons qu'après 6 mois, et après les procès de leurs exploiteurs, ces prostituées seront renvoyées dans leur pays. On ne les verra plus dans nos rues. De bonne foi, je pense que nombre d'élus pensent ainsi se battre pour abolir la prostitution. Ils ne font en fait que lutter contre l'immigration. Lutter contre l'immigration, c'est d'ailleurs le souci exprimé par notre rapporteur pour s'opposer à mes amendements qui demandent que toutes les victimes de la traite et des réseaux puissent bénéficier d'un titre de séjour provisoire afin de les orienter dans un parcours de sortie de la prostitution. Lorsque l'on évoque les droits des victimes à une plus grande stabilité, à des papiers pour échapper au réseau, on répond « pas d'appel d'air, pas d'appel d'air ». Toutes les victimes ne se valent pas. Le chapitre 3 prétend par un simple ajout renforcer l'action de prévention et d'information. Vous aurez l'occasion, chers collègues, de voter mon amendement si vous êtes d'accord avec le fait qu'il faille donner des papiers aujourd'hui à celles et à ceux qui n'en ont pas et qui sont victimes de la traite. Le chapitre 3, disais-je, prétend par un simple ajout renforcer l'action de prévention et d'information. Je vous laisse juge de la timidité de ce que le texte propose. Nous arrivons enfin à ce qui est au cœur du dispositif, la pénalisation du client et le stage de sensibilisation. L'exemple suédois qui vous inspire méritait une analyse critique et contradictoire. Vous ne l'avez pas souhaité. Nous l'avons vu pendant les auditions. Les chiffres de la ministre des Affaires sociales sur le modèle suédois étaient contradictoires. Celle de notre rapporteur allait toujours dans le même sens. La comparaison entre avant et après la loi suédoise de pénalisation des clients est impossible, nous le savons, car les statistiques disponibles sur les victimes de la traite en Suède ne commencent qu'après la mise en place de la loi. Lors de l'évaluation officielle de la loi, il est dit dans le rapport Scared que selon la police suédoise, il est clair que l'interdiction de l'achat de services sexuels agit comme une barrière aux trafiquants et proxénètes qui envisagent de s'établir en Suède. Mais quelques mois auparavant, avant la publication de cette évaluation, la même autorité de police avait déclaré que les formes graves de criminalité organisée, y compris la prostitution et la traite, ont augmenté en force, puissance et complexité au cours de la dernière décennie. Cela constitue un grave problème social en Suède et le crime organisé retire de grandes quantités d'argent provenant de l'exploitation et de la traite des personnes dans des conditions analogues à l'esclavage. Ce que les politiques de pénalisation produisent en revanche, les études l'attestent, et là, il y a un large consensus, un large accord entre les organisations internationales, ONU-SIDA, OMS, la Commission mondiale sur le VIH et le droit, comme parmi les organisations françaises qui travaillent quotidiennement à l'accompagnement sanitaire des prostituées. C'est une plus grande précarité. Et permettez-moi de citer Médecins du Monde. Osons le dire. Derrière cette nouvelle mesure répressive se cache une véritable régression sociale. Sous bien des aspects, ce texte demeure pour nous, acteurs de terrain, mensonger, dangereux et inefficace. Mensongère, cette proposition l'est en tournant le dos aux expériences déjà menées en la matière, notamment en Norvège et en Suède, expériences qui, loin de prouver leur efficacité en matière d'éradication de la prostitution, témoignent d'une précarisation accrue des personnes qui se prostituent. Les effets néfastes de ces lois sont en tout point semblables à ceux unanimement constatés en France suite à l'instauration en 2003 du délit du racolage passif. Éloignement des structures de soins, de dépistage et de prévention, isolement des personnes et exposition accrue aux violences et à l'exploitation, stigmatisation, accès aux droits entravés.
Si les clients sont poussés à la clandestinité, les personnes se prostituant, elles, le seront d'autant plus. C'est en cela que la proposition est dangereuse. Mise à l'écart des centres-villes, éloignées de l'offre de soins et de prévention, elles seront davantage exposées aux risques sanitaires, au VIH-Sida et autres IST. Qu'elles soient ou non contraintes à la prostitution, socialement, économiquement ou par les réseaux, les personnes proposant des services sexuels tarifés verront leur capacité de négociation réduite, les forçant à accepter certaines pratiques ou rapports non protégés. Cette plus grande clandestinité rendra plus difficile l'action des services de police dans la lutte contre la traite et l'exploitation. Ainsi, si les risques liés à l'exercice de la prostitution existent, la précarité et l'isolement induits par des mesures législatives répressives les décuplent. Depuis son application en 1999, la loi n'a pas amélioré les conditions de vie des travailleuses du sexe, mais au contraire les a empirées. Tel est le bilan sans détour du modèle suédois, dressé non pas par des proxénètes, non pas par des clients en mal de sexe tarifé. C'est le bilan que dresse le programme des Nations Unies pour le développement. L'Organisation mondiale de la santé, l'ONU-SIDA, le Conseil national du sida sont par ailleurs unanimes. La pénalisation de la prostitution nuit à la santé des personnes qui la pratiquent, aggrave les violences dont elles sont victimes. Pour ces raisons, et dans un souci de considération pour les intérêts de santé publique, je vous invite, chers collègues, à voter cette motion de renvoi en commission d'un texte qui ne lutte pas réellement contre les réseaux et comporte des risques accrus de précarité pour les personnes prostituées. Merci. Merci.